Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. L'intitulé de celui-ci est Comment devenir un meilleur athlète. Donc je pense que ça englobe pas mal d'éléments. Et déjà, il faut voir un petit peu le contexte de tout ça. Il faut contextualiser un petit peu parce que c'est un thème qui a été proposé par Roman il y a pas longtemps. Et du coup, pour moi, à partir du moment où on parle d'athlète, c'est-à-dire qu'il y a les objectifs qui vont dans la lignée. Et si tu veux devenir un meilleur athlète, ça veut dire que tu as des gros objectifs. Et si tu as des gros objectifs, ça veut dire que euh, la pratique sportive devient un peu une priorité pour toi. C'est-à-dire que, voilà, on imagine, tu veux devenir champion de France. Champion de France, c'est énormissime, surtout de nos jours où à chaque compétition internationale, la France, elle finit au moins top 3 dans chacune des catégories, hommes, femmes, juniors, etc. Si tu es champion de France, tu es costaud, techniquement. Et si tu veux devenir champion de France, non, mais avec toute la modestie du monde, hein, mais voilà, si tu veux devenir champion de France, ça veut dire que tu vas devoir t'investir suffisamment pour ça. Et on n'est plus dans le cadre on est sur une pratique loisir, on va agencer son entraînement autour de sa vie et pas l'inverse, on va faire les choses un peu différemment de mon point de vue. Donc, pour moi, l'élément premier pour devenir un meilleur athlète, c'est être responsable sur sa récupération. Surtout de nos jours avec le téléphone qui reste jusqu'à 5 minutes avant qu'on dorme, TikTok, Instagram, on continue de scroller jusqu'à 3 heures du matin, au final on s'endort à 4 heures. Ça, c'est une habitude à éliminer au plus vite et je pense que c'est le pire ennemi de l'athlète. Euh, Déjà, rester avec de la lumière bleue jusqu'à aussi tard, après minuit, c'est totalement contre-productif en termes de sommeil, de récupération, etc. Et le fait d'avoir un rythme de vie soit décalé, donc dormir de, je sais pas, 4 heures à 11 heures, soit juste de dormir pas assez, donc de 4 heures à 8 heures, ça va être complètement contre-productif. Et ça peut, même si vous êtes sur un bloc archi bien construit, que vous êtes dans une bonne dynamique, etc., ça peut vite, vite, vite vous mettre des bâtons dans les roues et vous vous retrouvez, dans le meilleur des cas, avec un gros crash et une baisse de performance, et dans le pire des cas, bah, blessé et en fauteuil roulant, quoi. J'exagère un peu, personne finit en fauteuil. Et du coup, bah, vous les gars, enfin, je sais pas, Personne en fauteuil sauf Romain. voilà. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est l'élément principal pour devenir un meilleur athlète, être responsable vis-à-vis de sa récupération. Donc là, j'ai parlé du sommeil, mais ça va avec la nourriture, etc. Enfin, je vous laisserai développer un peu tout ça. Mais pour vous, c'est quoi les éléments vraiment sur lesquels il faut mettre un gros point d'importance pour pouvoir devenir un meilleur athlète et donc atteindre ses objectifs? Alors, pour Romain, moi, je dirais Romain, que le. vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, vas-y. Non, non, vas-y, J'allais la chaise roulante, je sens que ça t'a trigger, vas-y. j'allais dire, pour moi, devenir un bon athlète, avant tout, c'est. Là, je parle même pas de niveau, parce que pour moi, le niveau, il rentre même pas forcément en considération. Pour moi, devenir un bon athlète, c'est tout simplement réussir à aligner ses ambitions avec son implication, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux être champion de France, bon, bah effectivement, il va falloir avoir une bonne récupération parce qu'il va falloir tanker les entraînements, etc. Si au contraire, tu as un emploi du temps très chargé, etc., et que tu arrives quand même à t'entraîner et que tu arrives à trouver un temps pour t'entraîner, etc., pour moi, le contrat, il est rempli aussi. Ce que je veux juste te dire, c'est que il faut pas, par exemple, un truc qui pourrait être complètement, enfin, qui me paraîtrait démesuré. Mais en fait, c'est surtout quand tu veux devenir un meilleur athlète en termes de niveau plutôt que dans l'autre sens, parce que c'est rare d'avoir le cas inverse, c'est-à-dire un gars qui va se donner beaucoup de ressources et en fait va rien faire. Pour moi, c'est plutôt bah, l'exemple qu'a décrit Soulé, c'est-à-dire le gars qui a mal dormi, qui mange n'importe quoi et qui s'attend à devenir le plus fort de la Terre, tu vois. Là, clairement, ça va être compliqué parce qu'en fait, il faut se dire que, bon, déjà, on est dans des sports individuels qui, même s'ils sont encore assez confidentiels, euh, quand tu es sur le plateau, il faut se dire que tu es face à des mecs qui potentiellement, eux, ils ont tout optimisé dans leur vie pour venir te démonter ta race, en fait. Ça veut dire que les mecs, ils te voient, la première chose à laquelle ils pensent en te serrant la main, c'est ah ouais, c'est pour lui que je me suis couché à 8 heures depuis 6 mois, tu vois. Donc, il y a des. Tu vois, je pense que de ce point de vue-là, il faut clairement se rendre à l'évidence. Bon, je pense que la récupération, ça joue un rôle
clé. Je pense que le mental, ça joue un rôle clé. Et ça, je pense que Roman se fera une joie de nous en parler un peu plus après. Mais je pense aussi dans le sens où je pense qu'un bon athlète, c'est aussi quelqu'un qui arrive à limiter au minimum syndical, entre guillemets, les ressources qu'il utilise pour son entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, il fait en sorte d'avoir le plus de ressources possible au moment où ça compte. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'avec vraiment les athlètes qui ont des grosses ambitions et qui, même de manière générale, sont à haut niveau, c'est des athlètes qui arrivent complètement à déconnecter en dehors de leur séance. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans leur séance, ils sont complètement focus, etc. Tu sens que tout l'influx, il passe. Et par contre, tu sors de la séance, le mec, il fait plus de FA, tu vois. Bon, après, s'il a un haut niveau, il ressemble quand même à un frigo humain quand il marche. Mais ouais, c'est terminé, tu vois. Il va plus te parler de. Il va pas respammer les réels des gars qui squattent. Il va pas re-regarder sa vidéo de squat 500 fois, tu vois. Non, c'est une fois qu'il est sorti de son entraînement, il coupe. Et par contre, quand il est à l'entraînement, il fait en sorte de maximiser ses trucs. Parce que moi, en fait, j'ai vu trop de fois le cas inverse. Il y en a sûrement beaucoup qui vont se reconnaître et je vous aime beaucoup, hein, mais vous pourriez optimiser peut-être un peu mieux ce que vous faites à l'entraînement. C'est par exemple des mecs qui, tu vois, d'arriver à leur séance, ils sont chez eux, ils sont avec leurs chaussures de squat en slip devant le miroir et ils essayent d'optimiser leur position, tu vois, ils tryhardent comme des malades. Et en fait, ils arrivent à l'entraînement, la position, tu vois, ils parlent, ils déconnent entre les séries, etc. Et en fait, là, il y a un gâchis monumental parce que le gars, en fait, il est dans sa séance 1 heure avant d'être dans sa séance. Et pendant qu'il est dans sa séance, il est avec des charges lourdes et tout, et il se concentre peut-être pas autant qu'il devrait. Donc là, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu deviennes il faut pas que tu deviennes un fou allié et que pendant ta séance, tu parles à personne, etc. Non, ça veut simplement dire que pendant que tu es sous la barre, pendant que tu te prépares, là, tu te concentres. Après, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler à tes potes pendant tes temps de repos, tu vois. C'est juste qu'il faut réussir à cloisonner. Et aussi, ça, c'est un truc que moi j'ai remarqué, c'est que personnellement, les gens avec lesquels je faisais des meilleures séances, c'est des gens qui arrivaient à bien s'aligner là-dessus. C'est-à-dire que c'est des gens avec lesquels bon, tu peux rigoler, tu peux discuter pendant tes temps de repos. Par contre, à partir du moment où le temps de repos est fini, tout le monde se lève, tout le monde va sur son truc, et là, c'est sérieux, focus à fond, tu vois. Tu peux rigoler, mais 5 secondes après, tu sens que ça switch, et là, vraiment, on est sérieux et on fait ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, et du coup aussi, je vais rebondir sur ce que tu as dit au niveau de scroller sur les réels, regarder 500 fois sa story, etc. C'est quelque chose qu'on a tous fait, je pense, après un Que je fais PR. un peu toujours, hein. Voilà. Mais de manière générale, c'est vraiment à éviter, parce qu'on en parlait l'autre jour avec Roman. Et il y a cette histoire de neurone miroir, en fait, qui fait que quand tu regardes un mouvement ou quelqu'un faire quelque chose, etc., au final, il y a quand même la zone du cerveau nécessaire pour faire ce mouvement-là qui s'active. Et mine de rien, bah, ça fatigue quand même, et ça génère de la fatigue, pour le coup, qui est 100% inutile. Alors Ouais, c'est clair. c'est complètement évitable, et on revient dans cette optimisation de la récupération dont on parlait au début. Et du coup, voilà, si vous pouvez éviter, mettre je sais pas, un timer sur Instagram, se laisser tant de temps par jour. Et quand on est sur Instagram, on évite de regarder 1 milliard de squats, 1 milliard de bench, 1 milliard de terre, puisque déjà, ça peut nous fatiguer pour rien. Et puis, mine de rien aussi, ça peut un petit peu chambouler le pattern qu'on a en tête. On peut s'identifier un petit peu à ce qu'on voit sur les réseaux, et même involontairement, souvent c'est volontairement, on va chercher à modifier des trucs, mais même involontairement, on regarde, je sais pas, le squat de John Hack, et puis on va se retrouver sur notre prochaine séance de squat à mettre la barre un petit peu plus haute, et on se dira, ouah, c'est bizarre, je me sens un peu trop vers l'avant, je gagne moins fort et tout, et au final, bah, c'est juste que même sans trop t'en rendre compte, tu as augmenté un petit peu ta hauteur de barre, tu es passé d'un low bar à un mid bar ou un high bar, et au final, tu perds tes repères sur ton squat. Alors que si tu n'avais pas regardé John Hack la veille au soir, peut-être que tu aurais été mieux sur le squat du jour. Donc il y a ça. Et après aussi, il y a l'aspect mental dont je vais envoyer la balle à Roman. J'aime bien cette métaphore. Je t'envoie la balle, Roman. Ok, ouais, j'ai bien reçu la balle. Mais ouais, je pense qu'en fait, pour devenir un bon athlète, en fait, l'aspect. En fait, je vais commencer par une évidence, en fait, un truc très simple, mais je pense que les principes de l'entraînement sont connus. C'est-à-dire que maintenant, on sait à peu près comment bien s'entraîner. Je veux dire, globalement, si tu veux devenir un athlète de mon niveau, tu te fais bien encadrer au niveau progrès, au niveau technique.
Ça, on le fait volontiers. Et ça, je pense que la majorité des athlètes là-dessus s'accordent bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'aspect mental, il est souvent un peu, je vais pas dire amené un peu en mode blague, mais en mode, en gros, il faudrait simplement que tu trustes un peu le process ou bien que tu aies simplement un peu confiance en toi. Et j'ai souvent l'impression que la prépa mentale en power, elle a du mal en fait à prendre, au sens où j'ai l'impression que ce serait un peu faire un aveu de faiblesse en fait d'aller consulter pour faire de la prépa mentale. Ce serait dire ouais, c'est un sport de guerrier, on soulève de la fonte et puis voilà, on sait ce qu'on fait et puis on se hype. Donc en fait, la prépa mentale, c'est ça va être d'aller pleurer dans un bureau. Alors pas du tout, hein, ça vraiment, je pense qu'il faut être très au clair là-dessus. Pour moi, la prépa mentale, ça fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire que si tu es un athlète de très très haut niveau, je prends un exemple tout con, mais tu regardes les derniers championnats d'Europe ou les derniers championnats du monde, la différence qu'il y a entre le premier, le deuxième et le troisième, parfois ça se joue à 5-7 kilos, d'accord? De 5-7 muscle. kilos, non, pas de muscles, Non, 5-7 mais je kilos rigole, je de rigole. total. 5-7 kilos de total, c'est du choix des barres, un picking plus ou moins bien fait, on est bien d'accord. Ça peut être toutes des variables physio très évidentes, mais ça peut être aussi tout simplement des aspects psy. Par exemple, tenter un essai qu'on n'était pas sûr d'avoir, ça implique déjà d'avoir confiance en soi. Et je me dis, parfois, il y a des athlètes, je pense, j'ai quelques athlètes comme ça qui se reconnaîtront, mais qui en fait progresserait beaucoup plus si simplement il réglerait cet aspect psy. C'est-à-dire que plutôt que de se demander si c'est avoir son bassin 3 degrés plus à droite ou changer de paire de chaussures qui ajouterait 50 kilos au total sur une année, parfois c'est juste en fait un petit travail de prépa là-dessus sur le fait de peut-être déjà de mieux se concentrer à l'entraînement, d'arriver en fait avec des objectifs mieux définis et d'arriver à être cohérent avec les objectifs aussi qui sont en tête. Et on a des athlètes comme ça, et ça, j'ai quelques athlètes qui parfois vont se mettre dans des états pas possibles quand ils ratent une barre. Et donc, résultat, en fait, ils vont avoir peur. Après, il y a un processus qui est très évident d'ancrage là-dessus, où dès qu'ils vont être sur de la difficulté, ils vont tout de suite associer ça avec le fait que potentiellement ils peuvent rater et que potentiellement, résultat, ils peuvent pleurer et après passer un mauvais week-end, une mauvaise semaine et ainsi de suite. Et ça, c'est un skill, je veux dire, c'est un skill qui se travaille et qui est tout à fait important. Et je pense que c'est sans doute d'ici quelques années quelque chose qui évoluera un peu plus, je pense, dans les mondes de la force de manière générale. On voit bien de toute façon chez RTS, ils ont recruté des psys et des prépas mentaux. Chez TSG et TSA aussi, pareil. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça arrivait un peu toujours tardivement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était la réhab. La réhab, Ouais, les gens s'en rendent pas compte. on faisait pas trop gaffe à ça. Et puis maintenant, les gens commencent à aller voir des nutritionnistes et puis aussi peut-être des préparateurs mentaux. Et je pense que ça, je pense que c'est un truc. En fait, on se rend pas compte à quel point, quand tout va bien, c'est super, mais il y a certains athlètes, en fait, chez lesquels la bête noire, c'est ça, quoi. Et je pense que pour devenir un bon athlète, si tu laisses le côté santé mentale et le côté sentiment d'efficacité personnelle de côté, tu laisses des kilos sur la table. Et en fait, c'est comme ceux qui refusent de travailler la mobilité. Si tu refuses de travailler ta mobilité et que tu refuses de travailler ton mental, tu laisses des pourcentages de progrès sur la table. Et il y a aussi un aspect qui, à mon sens, est tout à fait capital, c'est que c'est un sport en fait où il faut durer. Et j'ai pas mal échangé là-dessus avec Margot là-dessus, sur le fait que pour que tu puisses durer, il faut que tu aies aussi un certain lien avec le sport. C'est-à-dire que ça doit prendre une place dans ta vie, on est bien d'accord, mais si ça prend toute ta place dans ta vie, tu vas finir mais complètement matrixé et souvent tu t'arrêteras en fait. Pour arriver à trouver comment tu peux incorporer le sport dans ta vie en fait, parce que même si tu as envie d'être champion de France, bah tu le seras peut-être pas et si tu as envie de continuer ce sport et que ça reste quand même un plaisir, il faut que tu aies une approche suffisamment saine de ce sport et je pense que là-dessus le petit travail de prépa mentale c'est un truc, voilà, je pense que la récupération et la nutrition, on va pouvoir revenir dessus, je pense aussi, mais voilà, le petit aspect prépa mental, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est quand même c'est un truc sérieux en fait. Et si tous les sportifs de haut niveau le font, je pense que c'est pas un hasard. Ouais, oui. Ouais, j'allais dire juste petit aparté. Roman, à un moment, tu sais, tu as parlé du fait de se fixer des objectifs sur une séance, etc. Je vais apporter un peu de précision là-dessus. Se fixer un objectif sur une séance, c'est pas que passer telle barre à l'entraînement, la passer le plus vite possible ou quoi.
Pour moi, c'est plus des objectifs, je dirais peut-être du style réussir à maintenir une bonne concentration. Donc, de manière plus concrète, ça peut s'exprimer différemment, mais je pense à un truc qui là, pour le coup, est purement mental, hein. Enfin, on reste dans le côté concentration, etc. Mais c'est, par exemple, moi, une cue que je peux donner assez souvent, c'est filmer la première et la dernière série et faire en sorte elles soient quasiment identiques. Donc, c'est-à-dire que ça va être, forcément, ça va être difficile à faire parce que bah, tu vas te fatiguer d'une série à l'autre. Mais en fait, si tu te forces à le faire, tu verras qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Et donc forcément, peut-être que la dernière, elle passera toujours un petit peu plus difficilement que la première. Mais souvent, moi, j'ai remarqué que c'était l'inverse, en fait. Sur des gars qui avaient tendance à avoir beaucoup de volume, etc. Première série qui était dure, deuxième série, etc. Et au fur et à mesure, ça se concentre, ça se concentre. Et en fait, la dernière série, c'est la plus facile. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut être des objectifs un peu plus en termes de processus qu'en termes de charge, en fait. Ça peut être Ouais, complètement. arriver à rester dans ma séance même si ça se passe mal. Enfin, tu vois, ça peut être des trucs. Ça, c'est très individuel, mais je suis complètement d'accord. Et Ouais, surtout, j'allais dire quelque chose aussi qui est très typique. Bon, je vais pas nommer l'athlète, mais il se reconnaîtra. C'est c'est ça, c'est réussir à finir la séance même quand ça se passe mal. Parce que moi, j'en ai un en tête, mais il y en a plein qui ont fait ça. Tu vois, t'as par exemple ton top 7 à faire. Le top 7 il se passe pas ou tu fails ou quoi. La séance, elle est mise à la poubelle. Tu vois, tu plies bagage, tu rentres chez toi. Bon, clairement, louper une barre à laquelle on s'attendait, pour laquelle on s'est préparé, etc., c'est jamais quelque chose de marrant. Mais en fait, à partir du moment où tu skippes ta séance comme ça sur un coup de sang, tu sabotes un peu tes progrès, en fait. Donc voilà, je t'es pas pense. un athlète en fait quand tu fais ça. Pardon? T'es pas un athlète, tu peux pas avoir la dénomination athlète quand tu skips, quand ça va pas en fait. Ça coule de source. J'ai envie de dire que un athlète, il est censé faire son entraînement quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien. Peu importe ce qui se passe autour de lui, peu importe ce qui se passe dans sa vie. Si tu veux vraiment être un athlète qui performe et qui monte et qui atteint ses objectifs, il faut savoir parfois mettre ses sentiments de côté et continuer à avancer en fait. Et juste Ouais, je moi, suis d'accord. je voulais rebondir sur la partie prépa mentale, etc. Moi, je voulais parler d'un outil qui m'a beaucoup aidé. C'est l'auto-hypnose. Voilà, donc là, il y a Romain qui se moque de moi, vous ne le voyez pas. Mais, mais c'est vraiment un outil qui m'a permis de vraiment bosser sur moi. Et il y avait une métaphore dans le bouquin que j'ai lu. Donc le bouquin, c'est Auto-hypnose et performance sportive manuel pratique de Jonathan Bell-Legroux. Et cette métaphore, elle m'a beaucoup parlé. Et en fait, il dit que lorsqu'on cherche à juste se préparer hors état d'auto-hypnose, mentalement, c'est comme si on criait des instructions en bas d'un échafaudage à un constructeur. Donc, il y a le maçon en haut et vous êtes en bas et vous lui dites, ouais, là, tu fais ça, là, tu décales plus à gauche et tout. Et du coup, bah, ça peut marcher, mais souvent, c'est pas trop précis, il y a des imperfections, etc. Et lorsqu'on vient se préparer et chercher à améliorer certains points sur lesquels on a des manquements, ça peut être sur la gestion de l'énergie, la gestion du stress, savoir avoir le déclic au bon moment, etc. Et en fait, le faire en état d'auto-hypnose ou d'hypnose de manière générale, c'est comme si, là, au lieu de parler à une hauteur d'échafaudage au constructeur, vous lui chuchotiez à l'oreille carrément ce qu'il doit faire. Et je trouve ça vachement parlant parce que du coup, quand il y a de la proximité avec la personne, sachant que vous êtes la personne qui crie les instructions et le maçon ou le constructeur, c'est en fait votre vous intérieur, entre guillemets, ça devient vachement philosophique, mais c'est très concret pourtant. Et voilà, donc on fait en sorte, en fait, avec cette méthode et avec la création de l'état d'auto-hypnose, on fait en sorte d'avoir des instructions beaucoup plus précises et de les assimiler beaucoup mieux. Je ne sais pas, toi, Roman, ce que tu en penses, parce que moi, du coup, je suis pas psy, je raconte juste mon expérience en tant qu'athlète vis-à-vis de l'auto-hypnose. Je sais que ça m'a permis de faire sauter des paliers mentaux, ça m'a permis de savoir utiliser mes ressources au meilleur moment, donc bien pouvoir me recentrer, avoir un protocole, par exemple, où je me répète une phrase en boucle, etc., avant de démarrer une grosse série de squats, par exemple. J'ai fait de. C'est pas de l'ancrage, c'est.
C'est pas de la PNL non plus, mais c'est un truc du genre, en gros, où on associe un ressenti. Donc, quand j'étais en état d'auto-hypnose, j'associais le ressenti que j'avais, par exemple, avant une 3e barre au squat d'un gros championnat, à une phrase ou à un mot en particulier. Et ça, Ouais, c'est une forme ouais, d'ancrage. c'est ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, maintenant, quand je me répète ces phrases-là, même quand je suis KO technique, j'arrive à la salle en bâillant, etc., je sais que quand je me mets en position en face du rack et que je me répète ces choses-là, il y a tout de suite le déclic, tout de suite le switch, et je passe de 0 à 100 en quelques instants, en fait. Et je trouve ça Ouais, incroyable. mais c'est super important. Ouais, non, c'est super important. Et c'est en fait, c'est une fois que tu as testé, tu te dis, mais merde, en fait, pourquoi je le faisais pas avant, en fait? C'est un truc, je sais pas comment dire ça, mais c'est un truc, en fait, qui est. Bah, de toute façon, c'est comme les psys de manière générale, hein, mais c'est tant que t'as pas vu ce qui se passait, que tu te dis merde, ça sert à rien. Et puis quand tu es un athlète et que tu te dis merde, mais en fait, une prépa mentale, c'est ça. Prépa mentale, c'est pas tu t'assois dans un divan et on te dit tu vas y arriver, t'es un champion, hein. Enfin, je veux dire, c'est- ça, c'est vos copains, ça, c'est pas le préparateur mental, quoi. Enfin, je veux dire, c'est deux choses différentes. Et je pense que ça, c'est un vrai skill. Je pense qui peut s'acquérir aussi. Et je suis très content aussi si l'auto-hypnose peut te plaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez applicable, qui est assez C'est sous-coté intuitif, à parce que mort. c'est un état naturel et c'est sous-coté. Donc, Sous-coté de fou. Bah, du coup, je vous ai dit la référence, mais je vous la répète pour ceux qui veulent noter après avoir eu mon retour d'expérience. C'est Auto-hypnose et performance sportive, manuel pratique, de Jonathan Bell-Legroux. C'est dans ce bouquin, il y a une introduction qui explique qu'est-ce que l'état d'hypnose, comment on y rentre, etc. Il y a des méthodes très pratiques pour rentrer en état d'hypnose. Il y a des méthodes très pratiques pour savoir comment bosser sur les points que vous voulez bosser, etc. Enfin, c'est un bouquin que je recommande vraiment. Il coûte pas trop cher. Moi, je l'ai pris au format Kindle, genre 10 balles, un truc comme ça. Et c'est le genre d'investissement qui valent vraiment le coup. Et après, si vous essayez et que bah, au final, c'est pas trop votre truc, etc., oubliez pas qu'il y a les consultations avec Roman pour le suivi en prépa mentale. Roman, c'est quelqu'un qui est très compétent dans son domaine, c'est plus à prouver de toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez, même si vous en sentez pas le besoin, en fait, envoyez-lui un message et ça part. ouais, et puis petit spoiler aussi, mais je vais essayer aussi de proposer du contenu là-dessus aussi, parce que je sais qu'on m'a envoyé pas mal de messages pour essayer en fait un peu de montrer des insides, des trucs que je peux faire, des trucs que je peux conseiller et tout. Et voilà, restez à l'affût parce qu'il y a des trucs qui vont tomber là-dessus, parce que dans le monde de la FA, bah, les préparateurs mentaux et les psys n'ont pas une très bonne cote, je pense que vous l'avez compris. Et je pense qu'en fait, on peut s'inspirer pas mal d'autres sports en fait, de ce qui se fait. Et bah, j'essaierai de vous partager ça aussi assez rapidement. C'est un truc qui est très important à arriver à faire en fait en tant qu'athlète, c'est être capable de déléguer quand son domaine d'expertise est dépassé. C'est-à-dire, si à un moment donné vous vous rendez compte que solo vous n'arrivez plus à progresser, bah, il faut demander de l'aide. Si vous ne savez pas gérer votre diète ou votre mobilité ou votre récup ou votre prépa mentale, bah, il faut demander de l'aide. Et à mon sens, c'est un truc aussi qui fait devenir un bon athlète, c'est de ne pas avoir peur en fait de s'impliquer là-dedans en fait, et pas de toujours vouloir faire. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de ressources gratuites, il y a beaucoup de ressources en autodidacte, on est tous d'accord là-dessus et c'est pour ça que nous on partage aussi. Mais à un moment donné aussi, si vous avez des ambitions, bah, il faut s'entourer aussi de gens compétents. Et je pense que ça, c'est un truc, c'est un skill où maintenant j'ai vu cette petite mode et ça m'a fait rigoler, mais sous les posts Instagram, maintenant quasiment tout le monde met le nom du coach, le nom celui qui est en charge de la nutrition, le mobility coach, la marque de vêtements et le code promo. En fait, juste le C'est code l'écurie de promo, Formule maintenant 1. tu as toute l'équipe en fait. Ouais, c'est ça, c'est une Hmm. écurie de Formule 1 en fait. Et je trouve ça assez amusant que ça ait switché là-dessus. Ouais, ça devient vraiment un sport d'équipe, hein, parce que pour amener un Professionnel. athlète. Pardon? Je disais, ça se professionnalise. Oui, c'est Ouais, bah, ça devient vraiment un sport d'équipe où là, pour le coup, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la réussite d'un athlète. Donc forcément, il y a la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire un monsieur en singlet qui a des gros muscles. Et après, derrière, il y a toute une team. Et je dirais même que, bon, là, pour le coup, c'est vraiment très personnel, mais que ce soit en coaching, en formation, etc., même juste vraiment à titre personnel,
j'ai jamais regretté l'argent que j'ai dépensé dans des formations, dans du coaching, etc. Sur le moment, au moment où tu commences à taper les codes, le code de ta carte bancaire, ça peut te faire un peu mal. Mais en fait, enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'oubliais vite. Et en fait, je me disais, putain, mais j'ai tellement bien fait. En fait, au début, tu hésites parce que tu te dis, ouais, non, quand même pas, etc. Mais en fait, je sais pas, genre, moi, j'ai jamais regretté, même quand ça s'est pas hyper bien passé. Euh, pour des raisons diverses et variées, j'ai toujours appris quelque chose. Et en fait, si c'était à refaire, mais je le referais 100 fois, en fait. Ah, Donc, et puis voilà. surtout, Romain, je rejoins ton idée en fait de. En fait, c'est aussi un peu le problème aussi avec le contenu gratuit, c'est qu'en fait, maintenant, tu as l'impression que tu peux devenir un athlète et qu'en fait, tout est à portée de main. Mais en fait, c'est Mm. un sport, les gars, où tout le monde fait ça, en fait. Donc, si vous voulez level up, bah, en fait, au bout d'un moment, tu as besoin d'investir sur toi, en fait. Et je pense que c'est une bonne démarche aussi, cette idée de se dire, bah, en fait, bah, Souley parlait par exemple du sommeil, de la récup et des choses comme ça, mais c'est des choses sur lesquelles tu peux avoir un impact, en fait. Mais il suffit pas juste de dire, oh, j'ai envie de le faire. Il faut arriver à le faire. Tu vois, je sais pas, tu dors sur un lit qui est merdique, bah, t'achètes un meilleur lit. Et bah, c'est pareil pour ta progrès, c'est pareil pour ta diète, c'est pareil pour plein de choses, en fait. Et je pense que ça, c'est un truc, ça va se professionnaliser et je pense que ça va émerger petit à petit, ouais. Et accessoirement, on voit quand même très peu d'athlètes de haut niveau qui sont tout seuls, qui sont vraiment tout seuls. Tu vois, évidemment, il y en a, mais c'est des ovnis. Ils L'exception. sont. Ouais, c'est ça. C'est très rare. De manière générale, il faut quand même bien s'entourer, que ce soit à l'entraînement ou quoi. Et vraiment, avoir de l'aide, enfin, dans certains cas, c'est un cheat code. En fait, le problème, c'est que les gens, enfin, je vais dire une connerie, mais tu vois, le pratiquant moyen de FA qui a, je sais pas, peut-être un squat à, je sais pas, 160, un bench à 120, un terre à 200, tu vois, il se dit, ah, mais qu'est-ce qui me manque, etc. Il voit les gens sur Instagram, ils ont l'impression qu'il fait la même chose que tout le monde et il comprend pas pourquoi il progresse pas. Mais en fait, tant que tu n'auras pas creusé plus, tu te rendras pas compte à quel point tu étais ignorant, entre guillemets, tu vois. Genre, moi, je me dis, plus j'ai l'impression que j'achète pour m'instruire, me former, etc., plus je me dis, putain, mais je suis passé à côté de tout ça depuis tout ce temps. Genre. Donc voilà, je pense que quel que soit là où tu en es, tu auras toujours intérêt à faire en sorte de te former, d'investir sur toi-même. Tu apprendras toujours quelque chose. Voilà. Forever student of life. C'était le mot de la fin. Vas-y, ça, on coupera. Non, le student of life, on le garde. Non, mais oui, ce que je disais en rigolant, c'est au final, c'est même 100% vrai. Juste là, le ton était un peu ironique. Mais au plus on en apprend, au plus on en a à apprendre. C'est comme ça pour tout. C'est pas du tout que pour la FA. C'est comme ça Ouais, bien pour sûr. la vie de manière générale. Et puis voilà. Donc, ouais, Puis quand tu as l'impression que tu as tout compris, en général, c'est c'est que t'as rien que. compris. Ouais, c'est Et ça. bah, écoutez, de lire là-dessus, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Voilà, c'est la petite rêve de fin. C'est que quand on connaît pas grand-chose, on a l'impression d'être expert, et quand on devient expert, on a l'impression de connaître pas grand-chose. Let's Voilà, go. c'était la petite rêve. Merci à tous d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit commentaire, etc. Ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous au compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, même si j'en doute. N'hésitez pas non plus à nous suivre, à vous abonner à notre newsletter parce que c'est par là aussi qu'on publie du contenu exclusif. Sur Telegram aussi depuis peu, on essaye de poster du contenu, que ce soit sous forme je sais pas, de texte, de vocaux. Pour le moment, il y a surtout des vocaux, mais on va arriver avec pas mal de choses. L'avantage pour nous, c'est que c'est plus facile de faire du contenu là-bas. On a juste à prendre notre téléphone et à exprimer nos pensées à voix haute. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce qu'on propose, je vous recommande vivement d'aller jeter un petit coup d'œil.